et nous allons débuter notre programme de l'après-midi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette très courte pause, mais ça démontre des fois la réalité de la pratique juridique et des fois de certaines journées au programme de pratique de droit. Et c'est important de prendre ce temps-là de pause, de répit, puis d'en profiter. Donc, nous allons passer à notre programme de l'après-midi avec Carole Frenin-Gagné qui se joint à nous du Manitoba, si je ne me trompe pas en ce moment. Donc, Carole est une invitée régulière maintenant au programme pour former les candidats et candidates sur la rédaction juridique. Donc, c'est un atelier d'excellente qualité qu'on offre et les candidats l'apprécient. Et on a décidé de l'inclure dans cette journée aujourd'hui pour permettre à de nombreux participants aussi d'en profiter. Donc, vous trouverez la biographie de Carole dans les documents que vous avez. Donc, sans plus tarder, je vous laisse le micro, Carole. Salut tout le monde! Hey, je suis tellement contente d'être là. J'ai vu les 10 dernières minutes de votre séance de yoga. Là, vous êtes tous relax et prêts pour faire de la grammaire. Non, évidemment, ça ne sera pas de la grammaire régulière. On va parler de rédaction juridique. On va parler. Alors, je vais commencer par partager mon écran juste pour me donner mon information que je veux vous transmettre. Et puis, voilà. Ah, attends une minute là. Je partage. Qu'est-ce qui est arrivé? Attends. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez l'écran vert? Un écran avec rédaction. Hein? On le voit très bien. On voit très bien. OK. Alors, voilà. Rédaction juridique. Carole Frenin-Gagné du Manitoba. Toujours très heureuse d'être à la rencontre des étudiants, des avocats, des procureurs, des juristes d'expression française. C'est très important pour moi. Ce que vous faites, vous donnez accès à la justice en français. Et puis moi, je suis là pour vous aider à rédiger des textes simples, clairs, dans un langage simple et clair. Alors, on va regarder le contenu de la journée d'aujourd'hui. Bien, une citation ici qui fait partie des valeurs de l'atelier, c'est toujours, vous êtes de grands communicateurs, hein? Votre profession d'avocat, de juriste, vous êtes des plaideurs, vous défendez, mais surtout, vous êtes de grands communicateurs. Vous êtes constamment en train de communiquer de l'information. Alors, c'est pour cette raison qu'on travaille, que nos compétences en communication orale doivent être très fortes parce que vous êtes souvent en train et c'est spontané. Souvent, la communication orale, c'est que vous n'avez pas le temps de vous reprendre. L'avantage de la communication écrite, c'est qu'on a des outils qu'on peut prendre le temps. Alors, c'est là où on veut intervenir aujourd'hui. Regardez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler brièvement de pourquoi le langage clair est important. Puis, c'est assez récent, historiquement, là, qu'on privilégie le langage simple, du langage clair et simple dans le domaine juridique. À l'époque, on écrivait de façon fleurie avec des artifices et tout ça. Et aujourd'hui, comme dans bien d'autres professions, parce que je travaille avec les professions médicales aussi, où la communication entre le professionnel et son client a besoin d'être claire. On est en train de se rapprocher de notre client pour créer vraiment un partenariat. Alors, on va parler de ça. Rédaction juridique, on va parler de certains éléments pour comment simplifier nos rédactions, cohérence et simplicité. On va parler de certains éléments de style qui peuvent vous aider et quelques anglicismes et impropriétés à surveiller. Je ne sais pas si on va être capable de tout faire ça. C'est l'objectif, mais au moins, vous aurez accès, je pense que vous aurez accès à la PowerPoint après, là, je ne suis pas certaine c'est quoi l'entente, mais voilà. Pourquoi il faut communiquer pour être compris? Bien, pour communiquer, il faut commencer par connaître les besoins de son interlocuteur. Et votre interlocuteur, la personne que vous défendez,
est souvent dans une situation vulnérable. Hein, elle se sent vulnérable, un peu comme les médecins quand ils parlent à leurs patients. Vous parlez à vos clients, ils viennent, ils sont vulnérables. La langue, quand notre affectif, notre affectif est stressé, la langue, il y a moins accès, on comprend moins bien, etc. Alors, il faut garder tout dans un style très simple. Le public souhaite que les juristes utilisent la langue de tout le monde. OK? Fini le temps où il fallait, encore là, comme j'ai dit, il fallait être vraiment, écrire de la prose dans nos résumés, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est passé à un style très simple. Et pas juste en français, même en anglais, on parle de plain language. Plain language, puis la langue de tout le monde, ça ne veut pas dire du slang ou de la langue du joual ou de la langue familière. C'est vraiment un langage clair, okay? Des phrases, on va parler de ça là. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous commencez à utiliser des mots de la rue dans votre langage. Un instant. Je n'ai pas réalisé que mon téléphone n'était pas débranché. Et puis, il faut prendre, quand on parle avec nos clients, il faut prendre du recul par rapport à notre rôle d'expert. On est habitué. Et là, certains d'entre vous, vous êtes encore à l'université, vous venez de faire des années d'université où l'objectif, c'était de bien écrire, que vous avez fait vous avez, tu sais, dans vos cours, vos classes de sociologie, de toutes les autres classes, vous faisiez des dissertations, puis vous recherchiez les belles phrases. Là, vous allez être des vulgarisateurs d'informations, ce qui fait que le changement de paradigme est complet. OK? Alors, vraiment, il faut se concentrer sur notre destinataire. C'est quoi l'objectif? C'est qui la personne à qui on va parler? Et puis, il faut moins se concentrer sur notre désir d'écrire de la prose. Hein? Moi, j'aime ça écrire des belles phrases, j'aime ça écrire des dissertations, puis même dans mes publications sur Facebook, là, j'essaie de faire des jeux de mots, pas dans le style juridique. Juridique, c'est sujet, verbe, complément. C'est pas moi, c'est pas mon désir, c'est le but, c'est de se faire comprendre. Alors, il faut se poser la question, pour qui écrivons-nous? Alors, c'est un changement de paradigme. Il faut comprendre que l'écriture, c'est un processus, ça n'arrive pas tout d'un coup, ça. Et ce qui arrive, puis si je me mets à votre place, et je peux m'imaginer qu'il y a beaucoup de doutes quand on écrit. Si on écrit quelque chose, je me demande si c'est assez clair, je me demande, le doute. Le doute, c'est une bonne chose. Accueillez le doute. C'est plate tout le temps avoir du doute, mais le doute, c'est une bonne chose, c'est une bonne attitude en rédaction, ce qui veut dire que vous allez vérifier. Hein? Vous allez vérifier vos choses. Et le style clair et simple n'est ni réducteur, ni condescendant. Alors, il faut juste s'assurer, s'assurer de ne pas prendre votre désir d'écrire simplement comme, donc, un instant. Il ne faut pas prendre le style simple et clair comme de l'enfantillage ou c'est vraiment vous êtes des vulgarisateurs. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas condescendant. OK? Je voulais juste vous encourager de me poser des questions. OK? Là, j'aurais dû le dire au début. Alors, je suis certaine que vos intervenants, alors Christiane et les autres, s'il y a des questions, interrompez-moi. J'ai pas de problème à être interrompu. J'aime ça, l'échange. J'aurais aimé qu'on fasse, évidemment, j'aurais aimé de pouvoir échanger avec vous en personne, mais on va essayer de se rencontrer dans le milieu puis d'essayer de faire un échange. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coudonc, j'ai un problème. Si je peux me permettre. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à lever la main pour qu'on puisse identifier que vous avez une question, mais vous pouvez aussi nous les adresser soit enfin, vous pouvez me les adresser dans la boîte de discussion si vous voulez que ça soit posé de façon anonyme aussi. Excellent. C'est quoi les avantages du texte clair? C'est que votre client participe au processus de litige.
le client consent. Parce qu'il ne comprend pas, puis je me demande, posez-vous la question à vous-même, est-ce que vous avez déjà été dans une situation stressante ou une situation où quelqu'un vous parlait, vous expliquait des choses à un niveau de langue que vous ne compreniez pas? Comment c'est déstabilisant et puis comment on se sent à l'écart et puis, et on se remet dans une autre situation où quelqu'un nous expliquait quelque chose clairement et comment on se sent empowered. Hein? On sent qu'on fait partie, on sent qu'on fait partie, il y a un sentiment d'appartenance à la chose. On règle plus rapidement les dossiers quand le client comprend. On favorise l'accès à la justice. On augmente la satisfaction du client. Et ça, c'est une bonne chose pour tout le monde, n'est-ce pas? On améliore la communication entre avocat, client, juge, parce que le client est présent, puis présent dans tous les sens, parce qu'il comprend. C'est un signe de compétence. Hein? Je vous assure que bien écrire dans un langage simple, c'est une grande compétence. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien comprendre ce qu'on veut dire pour le réduire. La compétence de synthèse, elle est pas facile. C'est une compétence plus élevée que de tout simplement écrire de belles phrases. Écrire une belle phrase, puis ensuite dire, OK, je veux dire exactement le message le plus simple dans une phrase correcte, c'est un niveau plus élevé. Alors, il permet d'éviter les malentendus. Le client est en confiance, est plus réceptif à nos conseils, puis ça veut dire plus d'argent. OK? Alors, j'espère que je vous ai convaincu que la vulgarisation, c'est une compétence de haut niveau, ce qui veut dire qu'il faut se pratiquer. OK? Il faut se pratiquer et puis il faut comprendre les éléments de la vulgarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Je continue. Ici, on rentre dans le sujet. Alors, il y a deux caractéristiques importantes. Il y en a plusieurs, mais deux des caractéristiques dont je veux parler aujourd'hui, c'est la cohérence et la simplicité. Et puis, vous savez, moi, j'ai eu 4 enfants, 4 filles qui sont à l'université. Une qui est en droit, qui est avocate maintenant, et j'ai fait beaucoup de mentorat. OK? C'est maman qui aide à corriger les textes, à revoir les textes, à dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et une des choses que j'ai dû revoir et revoir et revoir avec elle, c'est simplifier. Simplifier vos textes, mais surtout aussi commencer par vraiment comprendre ce que vous voulez dire. Alors, cohérence et simplicité. On avance. Alors, j'ai mis une aiguille puis du fil parce que dans ma tête, c'est comme ça que je vois comment on écrit un texte cohérent. C'est qu'on enfile les éléments un après l'autre dans un ordre logique. Puis comment les mots-liens, on va parler de mots-liens, les mots-liens, c'est là où on attache. Hein, nous permet d'attacher les paragraphes ensemble. Alors, moi, je suis une visuelle, puis j'aime ça voir cette espèce d'aiguille. Mais être cohérent, c'est aussi raconter une histoire. Alors, quand vous racontez une histoire, vous devez mettre les éléments dans l'ordre logique. De la même façon que quand vous écrivez un texte, un résumé, un mémoire, vous devez mettre les éléments en ordre logique. OK. Alors, première chose, il faut bien comprendre notre sujet. Quand je commence à me dire, OK, il faut que j'écrive quelque chose, il faut que j'écrive un mémoire, il faut que j'écrive un texte, je commence par prendre des notes. OK? On commence tous par prendre des notes, dire, OK, il faut que je me rappelle ça. Il n'y a pas d'ordre logique. Moi, je prends des notes. Je suis au début, c'est très, nuage de mots, c'est très, et puis je me dis, ça, c'est toutes les choses qu'il faut que je dise. Puis, ça me permet de regarder le texte, et dire les notes, et dire, OK, là, il faut que je raconte l'histoire. Là, il faut que je raconte l'histoire, et puis il faut que je comprenne comment les éléments se suivent. Qu'est-ce que je devrais dire en premier? Je ne peux pas
vous dire, je ne peux pas assez stresser l'idée que c'est important d'avoir un plan. Moi, mes filles, je leur disais tout le temps, ben, créer un plan, oh, ben, tu sais, OK, ils n'écrivaient pas de plan, ils écrivaient leur texte, puis on arrivait à la fin, puis il fallait le remettre en ordre. Donc, je dis, passez plus de temps à faire votre plan, puis quand vous allez commencer à écrire, ça va être logique, vous n'aurez pas à replacer des choses. Et je remarque que maintenant qu'ils sont dans le milieu du travail et qu'ils ont moins de temps à écrire, ils se rendent compte que passer du temps sur le plan économise du temps plus tard. OK? Ça fait que maintenant, ils écrivent des plans. Mais c'est très important. Puis ça va revenir à un moment donné, vous allez voir, oh, OK, c'est pas logique. C'est parce que moi, je fais même, dans mes textes, je vais même me mettre des titres de paragraphes, des titres de sections. Je vais les enlever plus tard parce qu'ils sont peut-être pas nécessaires, mais je vais mettre des titres de sections. Je vais dire, OK, ici, j'explique ça. Ici, j'explique telle affaire. Puis après ça, ben, je justifie, puis là, OK, puis là, c'est ma conclusion. Ah, OK. Là, c'est un ordre logique. Et là, je commence à écrire. Ah, encore là. Et ça va faire une grande différence quand votre texte, ça paraît, parce que j'en ai révisé des textes dans ma vie, et ça paraît quand quelqu'un a fait un plan. OK. On continue. Évidemment, une idée par paragraphe. Alors, vous avez déjà pris un texte et vous avez regardé quand c'est dense. Qu'est-ce que vous faites? C'est difficile à lire, hein? C'est difficile à lire des textes qui sont premièrement denses, mais quand vous voyez un long paragraphe, oh, c'est difficile à lire. Parce que, premièrement, on lit très rapidement maintenant, hein? On n'a pas le temps de commencer de s'asseoir et de regarder toutes les phrases. On lit très rapidement. Et les coupures de paragraphes nous donnent une indication qu'on change d'idée. OK? Ça fait une idée par un paragraphe, ça va expliquer un énoncé. Habituellement, c'est la première phrase. Alors, une idée par paragraphe, ta première phrase énonce l'idée du paragraphe. Ensuite, il y a peut-être quelques phrases. Ensuite, c'est soit ta conclusion ou ta transition. Mais je vous garantis que si votre paragraphe, là, il est long, qu'il y a probablement, physiquement, s'il est long, vous le regardez, vous dites, oh, il est long ce paragraphe-là. Probablement qu'il y a plus qu'une idée. Surtout parce qu'on essaie d'être concis dans ce qu'on écrit. Alors, vraiment, vous ne devriez pas avoir de longs paragraphes dans ce que vous faites. Alors, idée principale, une explication, conclusion ou transition, ça dépend où se trouve le paragraphe. OK? Utilisez des mots-liens avec justesse. Les mots-liens, c'est tellement utile, des mots-liens. Hein? On les cherche. Moi, à un moment donné, quand j'étais étudiante, j'avais des mots-liens partout sur mes murs parce que je voulais les voir. Des fois, j'écrivais, puis tout à coup, je regardais, ah, c'est celui-là que j'ai besoin, puis je me mettais des mots partout sur les murs. Attention, on peut abuser des mots-liens. Hein? Des fois, c'est comme, OK, ben, je ne peux pas avoir un mot-lien à chaque phrase. Mais le mot-lien, ce qu'il fait, là, c'est qu'il prépare notre lecture. Hein? Si tu dis de plus, tu sais que c'est un ajout à l'idée précédente. Si tu dis par contre, c'est une opposition, n'est-ce pas? Alors, ça t'aide, ça aide la lecture, ça prend le lecteur par la main. Attention, des fois, sont pas nécessaires, faut pas. Quand il y en a trop, là, c'est comme, c'est un peu un bombardement de mots-liens. Attention, il y a des mots-liens qui sont très savants, comme nonobstant, outre, dans, l'hypothèse où il s'ensuit que c'est beau dans des textes de prose, etc., de littérature, mais dans un texte juridique qui s'adresse à une clientèle qui a besoin de vulgarisation, évitez ça n'aide pas. Vous n'allez pas compter plus de points parce que vous avez utilisé le nonobstant, qui est le fun à utiliser parce que, wouh, il est cute, il est beau, ce mot-lien, mais il apporte pas grand-chose dans votre contexte. Le soir, dans votre passe-temps, écrivez des textes puis utilisez toutes les belles tournures de phrases que vous voulez
pour votre travail. 5. Attention, des petites erreurs que je reconnais, que je vois et revois dans des textes quand je corrige des textes, c'est on va mélanger des suites. Par exemple, tu sais, tu as en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. Excellent, c'est formidable, mais tu ne vas pas dire en premier lieu, puis après ça, deuxièmement. OK? Il faut que tu gardes ta suite. Ta suite, c'est si tu utilises les lieux, utilise-les. Puis si tu dis en premier lieu, il faut qu'il y ait un deuxième. OK? Il ne faut pas oublier le deuxième. Il ne faut pas oublier toi. Tu peux en avoir juste 2. Mais généralement, si tu utilises en premier lieu, deuxième lieu, c'est bon d'en avoir 3. Un beau petit trio, c'est le fun. Ensuite, tu as la suite qui est tout d'abord, ensuite, enfin. Ça, c'est un beau petit trio. Tout d'abord, ensuite, enfin. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. OK. Attention au sens des mots-liens. Il y a des mots-liens qui se ressemblent puis qui n'ont pas exactement le même sens, puis ça peut avoir une espèce de... Ça peut être quand même assez important. Ça peut être important dans un texte juridique. Okay? Regardez la première suite. Entre autres, soit, c'est-à-dire, notamment, par exemple, tel que, ce sont des synonymes. Est-ce que j'ai raison? Là, je vais juste me trouver la partie discutée, comme ça je peux voir vos commentaires. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que ce sont des synonymes parfaits? Dites-moi, écrivez oui ou non, là, je veux juste voir ce qu'on a ici. Est-ce que ce sont des synonymes parfaits? Je vous attends dans le chat pour voir si vous dites oui ou non. Vous regardez, hein, vous avez peur de dire, c'est pas grave, il n'y a personne qui va revenir puis non, c'est pas, Jamie, merci de répondre. Non, c'est pas un synonyme parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas un synonyme parfait? Y a-t-il quelqu'un qui pense que ce sont des synonymes parfaits? Ça n'a pas l'air. Je vais revenir au chat, hein, je vais vous poser des questions. Préparez-vous à répondre. Ce ne sont pas des synonymes parfaits. Bravo, Jamie et Ange, Antoine. Excellent. Regardez. On se sert de ces mots-liens quand on veut créer une liste, n'est-ce pas? On veut dire bla, 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 entre autres, bla, bla et bla. OK? On va dire bla, 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 notamment bla et bla. Il y en a 2 dans la liste qui sont différents. C'est soit et c'est-à-dire. Parce que soit et c'est-à-dire sont exhaustifs. Ce qui veut dire, c'est que si tu dis, par exemple, certaines personnes ont perdu leur portefeuille, virgule, soit, puis là, si tu en nommes 3, ça veut dire qu'il y en a juste 3. Il n'y en a pas d'autres. Tu les as tous nommés. Si tu dis entre autres, c'est que puis tu en nommes 3, c'est qu'il y en a d'autres. Mais soit, tu les as tous nommés et c'est-à-dire aussi. Notamment, par exemple, tel que ce n'est pas exhaustif. Ça peut faire une différence, n'est-ce pas? Quand vous écrivez une phrase importante dans un contexte juridique, vous dire, entre autres, puis vous vouliez dire soit. Fait que si tu mets entre autres, tu ne peux pas toutes les mettre. Il faut que tu laisses la place pour d'autres. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que c'est clair? C'est clair, ça? Oui. OK. D'ailleurs et par ailleurs n'ont pas le même sens, hein, ils se ressemblent. Alors, d'ailleurs, ça sert à confirmer quelque chose. Je n'ai pas l'intention de sortir. D'ailleurs, il pleut. OK? C'est pour confirmer. Mais par ailleurs veut dire de plus. Alors, il faut faire attention à ne pas les mélanger, ces deux-là. Faut bien connaître le sens de nos... Comme ils guident la lecture, ils peuvent, si on utilise le mauvais, ça peut créer de la confusion. Et tu as au fait, en fait, puis de fait. Hein? Quelle est la différence? Bien, au fait, c'est un peu ton... Oh, à propos de... By the way,
tu sais, ton BTW, là, à propos, au fait, est-ce que tu es allé avec lui hier soir? Hein? OK, alors c'est ça que ça veut dire. En fait, ça veut dire en réalité. Hein? En réalité, il ne nous a rien dit, mais en fait, il le savait depuis bien longtemps, en réalité. Et de fait veut dire, voyons, effectivement. OK, ses parents sont très gentils. Tu es en train de confirmer, ses parents sont très gentils et de fait, j'ai été très bien accueillie. Trois mots liens qui se ressemblent et qui sont souvent utilisés interchangeablement, mais ils ne sont pas interchangeables. Des questions sur les mots liens, sur ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main ou les poser dans la fonction de discussion. Vous avez accès, vous pouvez poser, même si vous voulez poser une question à un moment donné sur quelque chose. Je vais essayer de vous donner aussi du temps à la fin s'il y a des questions, une question brûlante là, que vous aviez toujours, vous vouliez toujours poser à quelqu'un, un prof de français, puis que vous ne l'avez jamais posé. On va passer à la concordance des temps. La concordance des temps, c'est au centre, c'est central à ce qu'on écrit, c'est que ça donne une idée dans le temps de quand les choses se passent et à quelle fréquence. OK? On ne va pas faire de la conjugaison aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, je ne vous demanderai pas d'accorder le participe passé avec avoir ou le participe passé avec être, etc. Mais ce que je veux discuter avec vous, c'est quand vous faites un résumé des faits. Lorsque vous résumez un témoignage en plaidoirie, vous avez le choix entre raconter au passé ou raconter dans le présent. Hein? Et puis, il y a une tendance actuelle où de plus en plus, on raconte au présent. Hein? Le présent narratif qu'on appelle. Mais on a tellement l'habitude quand on parle, surtout à l'écrit, surtout à l'oral, quand on parle, on raconte quelque chose dans le passé, on utilise les temps du passé. Mais quand on écrit, vous avez le choix. Ce qui est important, c'est que si vous engagez dans le présent narratif, restez dans le présent narratif. Si vous vous engagez à raconter quelque chose dans le passé, vous ne pouvez pas revenir dans le présent narratif. OK? Et voilà, il faut éviter, par exemple, d'utiliser pour ensuite utiliser. Alors, par exemple, il m'arrive des fois de dire, OK, Michel est seul. Hein, tu racontes, résume les faits. Il conduit au bar, il rencontre sa conjointe, et puis le bar est plein, et puis tout à coup, tu vas dire, il pleuvait. On va passer un présent narratif, et tout à coup, parce qu'on a l'habitude de raconter au passé, on va commencer à utiliser le passé, puis je vais vous montrer un exemple. Et là, on a quitté le présent narratif, et là, on est tout mêlé quand est-ce que les choses se sont passées. OK? Fait que, regardez. Ici, petit détail très important, le passé simple n'est plus utilisé dans des textes juridiques. Simple. Je sais que selon où vous avez fait votre scolarité, OK? Et je remarque qu'il y a des gens qui ont fait leur scolarité en France, en Afrique, dans une école d'immersion, dans une école... Tout le monde vous avez tous des parcours différents. Il reste que ici, au Canada, le passé simple n'est plus utilisé dans les textes juridiques. Et je le vois encore, je le corrige encore dans vos textes, dans les textes des étudiants, et c'est pas recommandé. Alors, regardez ici. Ça, c'est un texte qui est utilisé, qui est raconté au présent narratif. Le 19 mai 2006, Mademoiselle X décide d'aller célébrer ses 17 ans avec des amis. Elle se rend à la boîte à chansons à Gatineau et elle partage avec l'une de ses amies 3 à 4 pichets de bière entre 20h30 et 3h. Quelques minutes après la fermeture de l'établissement, elle descend.
Il frappe Eric au passage. Elle entreprend une discussion avec lui et peu de temps après, elle décide de quitter, blablabla. Maintenant, ça, c'est du présent narratif très clean, très correct. Je pourrais le raconter, je pourrais l'utiliser au passé composé. Le 19 mai 2006, mademoiselle X a décidé d'aller célébrer ses 17 ans. Elle s'est rendue à la boîte, elle a partagé avec l'une de ses amies, elle est descendue, a frappé Eric, elle a entrepris une discussion et elle a décidé de quitter. Maintenant, mettez vos mains sur le clavier, dites-moi, personnellement, est-ce que vous privilégiez, puis c'est une question personnelle, hein? Est-ce que vous privilégiez le présent narratif ou le passé? Dites-moi, engagez-vous. Pensez à comment, quand vous racontez, lequel est-ce que vous privilégiez? Écrivez-le dans le clavardage. J'attends vos réponses. Le passé, le passé. Très intéressant, le passé aussi. OK. Bien, Carole, j'ai un petit sondage anonyme que les gens pourront participer. Est-ce que vous voyez? Oh, tiens, voilà, c'est désolé, le oui, c'est pour technologie. Désolée, j'ai pris le mauvais sondage. Mon erreur. Mon excuse. Pas de problème. Ben, écoute, c'est vrai, j'aurais dû me préparer des sondages à l'avance. Alors, le passé. Voici, passé présent. Allez-y. Cliquez, puis on va voir ce que ça donne. Je suis curieuse. OK! C'est très représentatif de ce qui se passe. Et le présent est en train de prendre un peu plus de place. Tout ça, il n'y a pas de problème, là. C'est juste que vous ne pouvez pas interchanger les deux. Mais ça se fait, là. Très bien. OK. On continue. Regardez. C'est intéressant qu'il y a 67 qui utilisent le passé composé. Il faut comprendre que vous avez, quand vous racontez au passé, vous n'utilisez pas juste le passé composé, parce que le passé composé, c'est un des verbes que vous pouvez utiliser dans le passé, mais souvent, il faut comprendre quand est-ce qu'on utilise le passé composé, quand est-ce qu'on utilise le parfait, puis quand est-ce qu'on utilise le plus que parfait, puis le conditionnel présent. Ça, c'est les 4 temps de verbes que vous pouvez utiliser. Quand est-ce qu'on utilise le passé composé? Regardez, c'est dans une phrase où on va parler d'un événement qui est arrivé et qui est terminé. OK? Le 8 décembre a décidé d'aller célébrer, c'est fini. OK? Quand tu l'as raconté, il y a quelque chose qui est arrivé après. Ça ne continue pas dans le temps. L'imparfait, c'est pour parler de la description dans le passé. Il faisait froid. Quand il faisait froid, et quand il faisait froid, elle portait toujours son gros manteau en duvet. Description. Description ou action répétée dans le passé. Quand j'étais jeune, je marchais à l'école. Hein? Chaque jour, je marchais tout le temps, chaque fois que je faisais telle chose. Action répétée dans le passé. Mais le plus que parfait, vous avez besoin du plus que parfait, c'est quand il y a quelque chose qui se passe avant. Elle avait averti ses amis qu'elle y serait et les avait encouragés de la rejoindre. Alors, quand il y a quelque chose qui se passe, le 25 décembre 2006, puis que vous voulez parler de quelque chose qui s'est passé avant 2006, vous allez utiliser le plus que parfait. OK? C'est le avait. Elle avait déjà acheté ses billets, alors pas de problème, elle a pu rentrer. Le conditionnel présent, c'est pour exprimer le futur dans le passé. Regardez bien, elle avait l'impression que quelque chose, alors dans le passé, elle avait l'impression que quelque chose de merveilleux lui arriverait dans le futur. Vous comprenez que c'est ce qu'on appelle le futur du passé? Le conditionnel a une autre utilité, mais quand on raconte dans le passé, voici ce à quoi vous avez accès. Il faut juste comprendre comment on les utilise. Passé composé, c'est comme ça. Il a fait ça, il a fait ça. Comme notre premier texte, là, il a fait ça, 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 ça. Imparfait, description. C'est flou. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est comme ça. J'avais un professeur, parce que c'est la même chose en espagnol, puis j'avais un professeur d'espagnol qui montrait l'imparfait comme ça, puis
le passé composé comme ça. Plus que parfait, plus loin. C'est le passé du passé. Le conditionnel, c'est le futur du passé. OK. On ne va pas conjuguer, mais ça va nous aider dans le prochain exercice. Juste vérifier si OK, pas de question. Regardez ici. Ça, c'est un texte qui vient de jugement.qc.ca. C'est les résumés des faits au Québec. Mais regardez, on va essayer de... J'ai fait ressortir les verbes et il y a des erreurs. Il n'y a pas des erreurs partout, mais il y a des erreurs. On va voir si on peut les corriger. OK? Alors, je vais vous nommer là. OK? Attends une minute là, il faut que je trouve. Attends une minute là, comment je fais ça? Participant. Voilà, j'ai la liste. Je vais vous nommer et vous pouvez écrire dans le chat. OK? Alors, dans l'extrait de jugement suivant, corriger les erreurs s'il y a lieu. Auparavant, le 10 août 2008, suite à une conduite de sa moto Non, je recommence. Non, je ne vais pas vous nommer. Vous allez tous essayer. OK? Vous allez tous essayer. Préparez votre clavardage. C'est plus facile si tout le monde essaye parce que là, c'est moins... vous avez peur que je vous nomme. Hein? Auparavant, le 10 août 2008, suite à une conduite de sa moto à une vitesse de 212 km/h dans une zone de 100 km/h, une peine d'amende fut imposée. Alors là, on veut le mettre au passé composé parce que le rédacteur s'est engagé dans le passé composé. Est-ce que fut imposé, c'est correct? Qu'est-ce que vous metteriez à la place? Une peine d'amende. Allez-y. Si c'est plus facile pour certaines personnes, je pense que vous pouvez aussi juste le dire. Le dire? OK, très bien. Alors, une peine d'amende fut imposée, a été imposée, bravo, a été imposée, parce que fut imposée, c'est du passé simple. C'est du passé simple, le fut. Oh, ce fut un plaisir. C'est à peu près, on peut dire ça, ce fut un plaisir. C'est une phrase que moi, j'utilise même là, quand je veux parler. Ce fut un plaisir de vous rencontrer ce soir. Mais dans un texte juridique, on ne l'utilise pas. A été imposé et depuis le 14 janvier 2010, il est soumis. Est-ce que c'est correct? Et depuis, Isabelle. Et depuis le 14 janvier, il est soumis. Il est soumis. Est soumis est correct parce que à cause du mot depuis, parce que ça continue dans le présent. OK? Depuis le 14 janvier 2010, il est soumis et il est encore soumis. Alors, il fallait le présent à la voix passive. Il est soumis à une interdiction de conduire pour une période de 3 ans suite à une décision de la Société d'assurance automobile. Après l'expiration de cette période, il devra se soumettre à de nouveaux examens afin d'obtenir un nouveau permis de conduire. De plus, le jour de l'événement, M. Perry conduisait alors que son permis est suspendu. De plus, le jour de l'événement, M. Perry conduisait alors que son permis est suspendu. Est-ce qu'il y en a qui veulent, est-ce qu'il y a une correction à faire? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que vous feriez? M. Perry, alors que son permis avait été suspendu. Oui. Très bien. Conduisait, c'est correct. Et était suspendu ou avait été suspendu, les deux sont possibles. Parce qu'avait été suspendu, on parle de l'action et ici, on parle de l'état. Les deux sont bons. Était suspendu, avait été suspendu à raison de perte de poids. Regardez là, ça c'est un texte où on a utilisé le passé simple, on a utilisé le présent, le passé composé, l'imparfait dans le même texte. OK? C'est sûr qu'on le comprend, mais vous voulez que votre texte soit correct.
parce que c'est votre nom qui est à la fin, qui est signé. Vous voulez avoir autant que possible qu'il soit parfait, le texte, n'est-ce pas? Suite à l'événement tragique, le 15 avril 2009, il est intercepté sur l'autoroute 40 alors qu'il conduit un véhicule. Je vous dis, c'est exactement ce qui a été écrit. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut ici? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Suite à l'événement tragique, le 15 avril 2009, il est intercepté sur l'autoroute 40 alors qu'il conduit. Il a été intercepté, très bien. Et alors qu'il conduisait. Très bien, très bien. Il se déplaçait pour se rendre sur un lieu de travail et croyait qu'il pouvait conduire un véhicule aux fins de travail vu qu'un permis lui avait été octroyé en 2008. Est-ce que la phrase est correcte ici? Est-ce qu'il y a des choses à changer? En fait, ici, il se déplaçait est correct. Mais je comprends pourquoi tu pensais, tu voulais mettre « il s'est déplacé » parce que c'est une action. Mais ici, je veux dire, il était en train de se déplacer. OK? C'est une description. Il était en train de se déplacer pour se rendre sur un lieu de travail et croyait, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, qu'il pouvait conduire. Alors, tout ça est correct. Alors que permis lui avait été octroyé. Toute la phrase est bonne. Dans le milieu du texte, il y a une bonne phrase, il n'y a pas d'erreur. OK? Le 1er juin 2009, une amende de 300 $ est imposée. Qu'est-ce qu'on mettrait ici? Est imposé, a été imposé. Excellent. A été imposé. Parce que est imposé, c'est le présent. Une amende de 300 $ est imposée maintenant. A été imposé dans le passé. Alors, voilà, ça vous guette. Ça vous guette ce genre de choses parce que sachez que vous choisissez le présent, vous allez dans le présent, puis quand vous racontez dans le présent, évidemment, vous devez dire des choses dans le passé puis dans le futur, mais vous allez utiliser le présent, passé composé, futur simple. Quand vous racontez dans le passé, là, vous avez passé composé, imparfait, plus que parfait, conditionnel. On va avancer. Je peux juste vérifier mon heure, c'est ça, je vais avancer parce que j'ai tellement de choses à vous dire. OK. On avance. Puis, je pense que vous allez avoir accès. Puis, ça serait intéressant pour vous de regarder tu vois, j'en ai préparé pour à peu près 2 jours de travail. OK. Ah, OK. OK. Vous allez tous pouvoir regarder ça. Coudonc, j'en ai fait trop. OK. Ça s'en vient. Voilà. Une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est très important. Alors, on a travaillé la concordance des temps, les verbes, c'est les mots les plus importants dans la phrase parce que non seulement c'est le sens du verbe, mais le temps de verbe que vous allez utiliser va l'ancrer dans le temps. Alors, ça nous donne énormément d'informations. Il y a d'autres choses, il y a des mots, il y a beaucoup de mots dans une phrase. Il était important d'établir les bons rapports entre les mots. Alors, il faut rapprocher les mots qui vont ensemble. Il ne faut pas que le lecteur, il se dise, puis ça nous arrive des fois à me dire, on lit une phrase, on dit, quand ça va avec quoi encore? Il faut éviter des longues phrases où les mots, les sens de mots sont... voici un exemple. Chaque année, le volume de marchandises dangereuses transportées en toute sécurité au Canada par camion, train, navire et avion augmente. C'est le verbe qui est l'encre de la phrase, il est seul à la fin, là, puis il y a trop de mots avant que tu arrives au verbe. Mais regarde, si on la change, chaque année, on observe ou on assiste à une augmentation de blablabla. Et ton verbe est au début. Alors, le rapprocher du sujet. Essayez pas d'avoir des longs sujets avec des phrases, des appositions, puis de voir le verbe loin du sujet.
sujet et verbe proches ensemble. Ensuite, on a rapproché le verbe de ses compléments. Complément, c'est ce qui vient après le verbe, n'est-ce pas? Le fonctionnaire a affiché la note de service qu'il a écrite sur la porte. Est-ce que vous voyez le problème dans cette phrase? C'est que la note de service, il ne l'a pas écrite sur la porte, c'est qu'il l'a affichée sur la porte. N'est-ce pas? C'est que le fonctionnaire a affiché sur la porte la note de service qu'il a écrite. Ça, c'est une des erreurs qu'on voit énormément dans les textes. OK? Où, tout à coup, les mots sont affichés sur la porte. Ton complément sur la porte est important parce que, après affiché, parce qu'il te répond à où, n'est-ce pas? Dorénavant, les employés devront soumettre le formulaire de dépenses à la secrétaire de le secteur dûment rempli. C'est pas la secrétaire qui est dûment remplie. Hein? C'est le formulaire de dépenses. Alors, dorénavant, les employés devront soumettre le formulaire de dépenses dûment rempli à la secrétaire de le secteur. Beaucoup plus clair. Je regrette peut-être si ce document a causé de la controverse. Le peut-être. Il n'est pas à bonne place. C'est pas que je regrette peut-être, c'est qu'il a peut-être causé de la controverse. Alors, je regrette si ce document a peut-être causé de la controverse. Alors, vous gardez les éléments ensemble. Rapprochez le pronom relatif de ses antécédents. Pronom relatif, c'est ton qui, que, dont, là, OK? Regardez, M. Aubin et M. Leduc ont demandé d'avoir accès à leur bureau le dimanche. Je tiens à préciser que nous avons déjà donné 2 laissez-passer à ces employés qui leur permettront d'avoir accès à l'édifice B la fin de semaine. Qu'est-ce qui permettront d'avoir l'accès à l'édifice B? C'est-tu les employés ou les laissez-passer? C'est les laissez-passer, alors il faut que le pronom relatif vienne tout de suite après le laissez-passer. OK? Le laissez-passer, alors nous avons déjà donné à ces employés 2 laissez-passer qui leur permettront d'avoir accès à l'édifice. Les dépliants devront être acheminés au directeur des communications dont l'information est périmée. Ce n'est pas le directeur des communications qui est périmé, c'est les dépliants, n'est-ce pas? Alors, les dépliants dont l'information est périmée devront être acheminés au directeur des communications. Dont l'information est périmée, c'est ce qu'on appelle une apposition, une phrase en apposition. C'est comme des parenthèses dans une phrase, entourées de 2 virgules, que je suis capable d'enlever, de tirer ce bout de phrase avec les 2 virgules, l'enlever, puis la phrase se tient tout seul. OK? Si je dis les dépliants, virgule, dont l'information est périmée, virgule, devront être acheminés au directeur des communications. Je suis capable d'enlever, là, ce qu'il faut avoir une virgule avant et après. C'est ce qu'on appelle une apposition. Alors, n'oubliez pas qu'il faut une virgule avant et après. S'il y a juste une virgule, c'est un problème. OK, pas de question. Utilisez la ponctuation au service du sens, n'est-ce pas? La ponctuation. On pourrait faire des jours et des jours de classe juste sur la virgule, le point-virgule, etc. Mais la ponctuation est importante. Rien de pire que de lire à haute voix un texte sans ponctuation, n'est-ce pas? On ne sait pas quand respirer, on ne sait pas quand mettre de l'emphase, etc. Vos virgules sont très importantes. Et puis, il y a l'extrême où on met trop de virgules, puis ensuite c'est saccadé, puis c'est illisible et fatigant. OK? Mais la virgule est utilisée pour séparer des éléments de sens. Et puis, pour mieux structurer. Alors, ça offre une pause à la lecture, n'est-ce pas? Vous avez hâte d'arriver à votre virgule, surtout quand vous lisez, imagine, vous lisez un texte à haute voix, vous avez hâte à votre virgule, c'est la petite pause. Puis, il faut trouver vraiment le juste milieu entre trop et pas assez. Ça fait qu'il faut une réflexion sur la virgule. Puis, mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais séparer, on ne peut pas, ça c'est une règle, on ne peut pas séparer le sujet et le verbe avec juste une virgule. Il n'y aurait jamais juste une virgule.
On peut en avoir deux. Mais on ne peut pas en avoir juste une. Ça voudrait dire qu'il y a un bris de structure. OK? On peut dire la dame qui porte une robe rouge parle français. OK? Je ne peux pas dire la dame, virgule, qui porte une robe rouge parle français. Si j'ai juste une virgule, il y a un bloc. Là. Il faut les deux virgules. Fait que si vous voyez que dans votre texte, il y a juste une virgule entre le sujet et le verbe, il en manque une. OK? En apposition ou en incise, c'est le même temps. Vous vérifiez si la phrase est bien ponctuée, combien de éléments en virgule peut-il... Ah, c'est ça. Si les éléments entre virgule peuvent être enlevés puis que la phrase est correcte, ça veut dire que c'est bon. Regardez comment une petite virgule, puis il y a eu même des fois des procès qui ont eu lieu et puis qui ont des jugements qui ont changé à cause d'une virgule. Hein? Une virgule qu'il y avait dans le texte anglais puis qui n'était pas dans le texte français, etc. La virgule est très importante. Regardez, les policiers qui sont mal payés recevront une augmentation de 5 %. Les policiers qui sont mal payés recevront une augmentation de 5 %. Ça veut dire que seuls les policiers qui sont mal payés recevront une augmentation. Puis les policiers qui sont bien payés recevront pas d'augmentation. Mais si je dis les policiers qui sont mal payés, ça c'est une incise qui explique les policiers recevront une augmentation de 50. Les deux virgules, là, c'est important pour certains policiers. C'est 5 % d'augmentation qui perdent. La virgule, elle peut coûter cher. Voilà comment les virgules peuvent changer de sens. La victime n'est pas morte comme on l'a affirmé. Imagine, vous dites ça. N'est pas morte comme on l'a affirmé, dans les circonstances, ça veut dire dans les circonstances mentionnées. La victime n'est pas morte comme on l'a affirmé. Là, elle n'est pas morte dans la deuxième phrase. Elle est morte dans la première, puis elle n'est pas morte dans la deuxième. La virgule est importante. OK? Alors, voilà. Parce que la petite virgule, la victime n'est pas morte, virgule, comme on l'a dit, comme on l'avait dit, etc. Vous comprenez, elle est encore vivante. On continue. Là, on va parler de simplicité, cohérence. Là, on a parlé de logique. Tout ça, ça donne le sens et doit être logique, doit être compris, doit être clair. Et là, on va parler de simplicité. Ce qui veut dire qu'il faut privilégier des phrases courtes. Je pense que je l'ai mentionné plus tôt, mais on a envie, quand on parle, on écrit de la littérature, on aime travailler. Moi, j'adore travailler des phrases, l'inverser, etc. C'est partie de mon plaisir. On va privilégier les phrases courtes. Puis, des fois, une phrase courte a du punch. Hey, si tu dis blablabla, 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 tu parles d'une agression sexuelle, et elle a refusé. Point. C'est ta phrase. Si tu dis « elle a refusé » et tu continues avec le restant de la phrase, ton « elle a refusé » a moins de punch. Ça fait que des fois, une phrase simple peut avoir du punch, peut être plus percutante. Alors, privilégier les phrases courtes. Quand j'ai corrigé les textes l'année passée, c'était le conseil que j'ai répété le plus souvent. OK? Regardez vos phrases longues, regardez-la, dites-vous, là, je vais en faire deux, je vais me rappeler de Carole, je vais avoir ma petite tête qui va apparaître, et puis, je vais dire, comment est-ce que je peux la couper en deux? Analysez la phrase, regardez-la, et probablement, si elle est longue, il y a probablement plus qu'un élément de sens. OK? Privilégier l'ordre naturel des éléments. Je pense que je vais juste ici. OK, excuse-moi, ça, c'était ma table des matières. Alors, sans même ça, on écrit souvent des phrases longues. OK, je pense que, OK. En français, il est difficile de comprendre les phrases qui contiennent plus de 25 mots.
Donc, on a analysé que 25 mots, c'est à peu près le max. Je ne parle pas des textes littéraires, je parle des textes d'information. Puis, alors, l'objectif, c'est d'aller entre 15 et 25 mots par phrase. OK? Puis là, ben, que si tu vas plus que 35 mots, ben là, tu es obligé de la lire plus qu'une fois. Puis tu veux pas ça, on n'a pas le temps de lire plus qu'une fois. OK? Et ça ne veut pas dire, justement, pour revenir avec tu sais, elle a refusé, ça ne veut pas dire que toutes tes phrases vont avoir 3 mots. OK? Tu veux alterner entre une phrase de 15 mots, de 5 mots, de 20 mots, pour avoir une espèce de rythme. Hein? Parce que juste des phrases de 3 à 5 mots, ça peut être saccadé. Et toutes des phrases longues, ça peut être ennuyeux. OK. Ici, privilégier l'ordre naturel des éléments grammaticaux. Sujet, verbe, complément. OK? Sujet, verbe, complément. Tu peux dire, voici les exigences auxquelles les employés devront satisfaire. Si tu écris une phrase comme ça, c'est fantastique, elle n'est pas mauvaise la phrase. Il faut que tu t'assures qu'auquel il vient conjuguer, etc. Mais regardez comment la phrase sujet, verbe, complément, elle est plus facile à lire pour quelqu'un qui a besoin de vulgarisation. Les employés devront satisfaire aux exigences suivantes, 2 points, tap, 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 tap. OK? Le suivant et le ci-dessous est très utile dans des textes d'information. OK? Attention aux éléments, ben, j'en ai parlé beaucoup, là, attention aux éléments en apposition. Ça, c'est quand tu mets une incise, là, tu mets une explication en 2 virgules. Il ne faut pas qu'il y en ait 3 appositions dans une phrase. C'est trop de coupures, n'est-ce pas? Et attention aux abréviations et aux acronymes. Ça, c'est un défaut de la profession. Ben pour bien des gens, dans plein de professions, on est habitué à utiliser nos acronymes entre nous. C'est correct, entre nous. Mais si tu vas vulgariser pour un lecteur non initié, tu ne vas pas mettre TAC, tu vas mettre Tribunal administratif du Québec. Et puis, tu peux le mettre en parenthèse la première fois, puis ensuite l'utiliser, mais autant que possible, ne pas utiliser trop d'acronymes, et sauf évidemment pour ceux qui sont devenus des mots. OK. Question de style. Parfait. OK. Regardez ici. Je prends une pause. Y a-t-il des questions en attendant? Y a-t-il des questions avant qu'on passe sur les co-occurrents? Moi, j'ai une question que j'ai reçue de façon anonyme. Donc, il y a des participants qui ont beaucoup aimé la liste des mots liens. Est-ce que vous avez des ressources à partager à ce niveau-là pour pour ça? Oui, je vais vous partager. Mais je peux vous partager. Je vais essayer de trouver celui qui est le plus. Il y a tellement de listes sur Internet. Tu mets mots liens. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver celui que j'aime le plus. Je vais l'envoyer à Christiane pour vous partager ça. OK? Puis, je vous suggère de vous entourer de ces choses-là. Puis, à un moment donné, vous ne les regardez plus parce que ils sont devenus actifs dans votre vocabulaire, puis vous les remplacez avec quelque chose qui est passif. Quand on parle de passif et actif, passif, c'est ce que vous comprenez quand vous lisez, mais qui vous viennent pas quand vous êtes en train d'écrire ou parler, ou c'est pas là, vous vous rappelez pas. Il faut les activer en les utilisant. Quand vous avez commencé à utiliser, à un moment donné, quand j'ai appris le mot lien, notamment, je l'utilisais à tous les jours, à toutes les sauces, le et ce, c'est virgule, et ce, virgule. Je l'utilisais, c'était tellement utile. Mais à un moment donné, il est activé. Et puis là, vous n'avez plus besoin, il fait partie, il sort tout seul. Fait que, alors, ce qui est passif, c'est ce que vous comprenez, puis quand vous lisez. Actif, c'est ce à quoi vous avez accès rapidement, sans y penser. Alors, placardez votre bureau d'affaires qui est des mots que vous pouvez voir partout. OK. Alors, le verbe faire. Là, on a parlé d'erreur puis de structure du texte.
Là, je vais vous donner des outils pour améliorer le style un peu. Puis une chose que je vais vous suggérer, un must, c'est d'avoir Antidote. Puis Antidote, je vais le partager tout à l'heure. Je vais vous montrer des éléments, des outils d'Antidote que vous connaissez peut-être pas. Mais l'Antidote, c'est un correcteur, hein, puis c'est le meilleur correcteur. Moi, je suis traductrice agréée de profession. J'utilise encore Antidote. Tout le monde, on utilise Antidote. Il est constamment renouvelé puis amélioré. C'est un outil très performant. Mais mettons que le verbe faire, c'est un verbe très ordinaire. On peut utiliser faire pour plein de mots. Mais à un moment donné, on veut des verbes plus précis, hein, parce que c'est plus beau. Alors, regardez ici. OK. Vous avez faire un mandat d'arrêt. Quel serait un verbe plus précis, mais un co-occurrent qui va avec un mandat d'arrêt? Tu peux pas dire n'importe quel verbe avec un mandat d'arrêt. Il y a un co-occurrent, et ça veut dire le mot qu'on aime utiliser et qui est utilisé par l'Académie ou les offices de la langue française et pour un mandat d'arrêt. C'est quel verbe qu'on utilise? Est-ce qu'il y en a? Allez-y, donnez-moi le verbe qu'on utilise avec mandat d'arrêt au lieu de faire un mandat d'arrêt. Est-ce que vous le savez? Rédiger, on peut rédiger un mandat d'arrêt, très bien, on peut le rédiger, mais oui, très bien, et mettre OK, regardez le verbe émettre est problématique en juridique. Essayez d'éviter le verbe émettre, parce qu'en anglais, c'est un anglicisme dans le contexte juridique. On va parler de lancer un mandat d'arrêt. OK? Lancer un mandat d'arrêt. Ça, c'est le co-occurrent avec mandat d'arrêt. C'est très important pour vous quand vous voyez, OK, mandat d'arrêt, ça va être lancé. OK. Ensuite, vous avez ordonnance. Qu'est-ce qu'on dit avec ordonnance? On ne va pas faire une ordonnance, on va rendre. Wouhou! Très bien, rendre une ordonnance. Attends, je vais aller. Rendre ou délivrer, mais rendre est beaucoup plus commun. Très bien, on va faire son plaidoyer. Faire son plaidoyer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez mettre? Je vais aller plus vite. Prononcer un plaidoyer. Prononcer un plaidoyer. OK? Faire un rapport présententiel. Allez-y, faire un rapport présententiel. Qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre rédiger un rapport présententiel. On peut évidemment faire un rapport présententiel. C'est pas une erreur, mais rédiger, ça c'est le mot qu'on utilise. OK? Faire son jugement, on va parler de porter, formuler, émettre son jugement, dans ce cas-ci. Formuler son jugement, porter son jugement. Ensuite, on a faire une enquête. Je vais faire une enquête. Y a-t-il un meilleur mot? Mener une enquête. Très bien, mener une enquête. J'aime mener une enquête, ça va ensemble. C'est comme des Legos qui vont ensemble. Faire une décision, on va prendre ou rendre une décision. Faire une décision, c'est un anglicisme, hein, to make a decision. On va prendre une décision et le juge va rendre sa décision. OK? Faire une plainte. Vous le saviez celui-là, faire une plainte. Porter plainte. Ou déposer une plainte. Porter plainte, très bien. Porter plainte quand, mais pour ce qui est du document, déposer une plainte, c'est très officiel. Faire un examen, on l'entend souvent, c'est un anglicisme. On va parler de subir un examen. Subir. Dans certains cas, on subit vraiment l'examen. Faire un résumé. Rédiger un résumé. Très bien. Faire de l'argent. Un autre mot. Gagner de l'argent. Faire un virage. Il fait un virage. Prendre un virage. Hein? Faire 40 mois de prison. Allez-y, faire 40 mois de prison. Vous savez faire 40 mois de prison. Il y a un mot vraiment... Presque. Continue. Non, purger. Très bien. Purger. 40 mois de prison. Faire une recherche.
Oh, il y a un mot là qui est tellement utile. Effectuer une recherche. C'est encore mieux que faire une recherche. Faire une entente, faire une entente. Allez-y, faire une entente. Qu'est-ce que vous allez dire? Conclure. Très bien. J'aime ça quand vous répondez comme ça. Faire le repas. Préparer le repas. Tout ça, c'est le verbe faire. OK? Maintenant, regardez, on va juste changer ici l'écran. On va aller sur Antidote, qui est ici, qui est intégré à mon bureau. Maintenant, vous avez le correcteur ici. Hein? Vous avez le correcteur. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Je pense parce que je ne suis pas dans les textes Word, là, mais c'est correct. Je pense que vous connaissez le correcteur. Mais c'est les dictionnaires qui sont utiles. Les dictionnaires sont extraordinaires. Si on prend le dictionnaire ici, puis moi, voici ce que j'utilise le plus. Ben, tu vas avoir synonyme, OK? Tu vas pouvoir. Dans un clic, c'est. Puis même que, OK, regardons, on va aller voir. J'ai-tu un texte qui est ouvert? Tiens, mettons, OK, ça, je suis en train d'écrire quelque chose. OK. Mettons qu'on va prendre le mot citoyenne, je vais cliquer sur Antidote, on va faire dictionnaire, et puis, ça va ouvrir. Puis là, déjà, il est là-dedans. Et là, je peux trouver des synonymes, une définition, mais je peux trouver des co-occurrents. Et ça, c'est ce qui est le plus utile pour moi. C'est ce que j'utilise le plus. Mais mettons que je mets entente. OK? Comme tout à l'heure, on avait entente. Ben regarde, si je descends ici, alors, si je descends ici, on va dire en complément direct, quel verbe que j'utilise? Je peux conclure, signer une entente, entériner l'entente. Puis des fois, je dis, j'ai le mot entente. Qu'est-ce que je veux dire vraiment? C'est quoi le verbe? Je trouve pas le verbe que je veux vraiment. Puis je regarde, je veux renouveler l'entente. C'est ça que je voulais dire. C'est ça qui était là dans ma tête. Puis j'avais le verbe sur le bout de la langue, puis je ne pouvais pas le trouver. Puis là, tout à coup, on peut finaliser une entente, paraffer une entente, qu'on a tous les verbes, tous les co-occurrents avec entente. Je peux aussi utiliser comme avec des adjectifs. Ça, là, c'est... un instant. J'ai déconnecté le téléphone. Excuse. Ça, c'est absolument... pour moi, c'est un game changer. Là. C'est vraiment... Depuis que j'ai... Ça fait longtemps qu'on Antidote, là. Ça fait un beau cadeau de Noël, hein, que vous vous achetez. Et puis, et il y a toutes sortes d'autres affaires. Il y a des citations. Alors, et même qu'aujourd'hui, il existe aussi, et ça, c'est assez récent, c'est que tu peux l'avoir en anglais aussi. Tu peux le changer en anglais. Non, oups, c'est pas ça que j'ai fait, là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi. Tu peux l'avoir en anglais ou en français. Dictionnaire, attends, voilà. Ici, remplacer. Non, il y a quelque part, là, que je peux tiens, voilà. C'est le résultat en anglais. Non, il y a quelque part que tu peux le changer en anglais. Parce que je ne l'utilise pas beaucoup en anglais. OK. Il y a des questions sur Antidote parce que c'est vraiment très important que quand vous écrivez un texte à n'importe qui, puis en plus, vous pouvez l'attacher à votre courriel, qui fait qu'avant un courriel, il va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, puis il va vous avertir, oups, il fait un oups, puis il vous montre les erreurs. OK? Alors, c'est ici, regarde, c'est ici que c'est anglais et français. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur Antidote? OK. On continue. Alors, regardez, on va travailler avec des co-occurrents avec accusé. Regardez l'écran. Alors, je vais vous demander d'écrire dans votre chat, dans votre clavardage. Alors, vous allez avoir une phrase. L'accusé aux conditions de liberté. Quelle expression que vous allez utiliser, quel co-occurrent que vous allez utiliser ici? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse?
Attends, je vais nommer quelqu'un. Est-ce que, attends un peu, ici, on va dire Sarah. Sarah. OK, tiens, il y a quelqu'un qui a répondu est admissible, est admissible. OK, Sarah, t'es la prochaine. Contrevient, non, pardon. L'accusé contrevient aux conditions, parce qu'il ne peut pas être admissible aux conditions de liberté. Il est peut-être admissible à une remise en liberté, mais il contrevient aux conditions. Puis le verbe contrevenir à des conditions, ça, c'est les co-occurrents. OK? Contrevient aux conditions. Sarah. Ici, continue. Ben, attends une minute, là. Ah, excuse-moi. Garde, contrevient aux conditions de liberté. Puis là, le prochain, c'est l'accusé les conditions de liberté. Sarah, ici. L'accusé, les conditions de liberté. A violé, oui, ou très bien, a violé, viol, présent, passe composé, pas de problème. L'accusé viole les conditions. Alors, on peut contrevenir à des conditions et puis on peut violer les conditions. Alors, deux co-occurrents possibles avec conditions. On continue avec AJ. AJ. L'accusé appel de la décision du juge de première instance. AJ. Interjette appel. Oui, excellent. Interjette appel avec 2 T. AJ, pas de problème. Interjette appel de la décision du juge de première instance. Très bien. Alors, je vais... Tierno Ibrahima Diop, la prochaine question. Ici, l'accusé à l'aide juridique. Est admissible. Est admissible, très bien, est admissible à l'aide juridique. Excellent. L'accusé au pénitencier. Alors, OK. Mimi. L'accusé au pénitencier. Est-ce que Mimi est là? Est détenu. Oui, est détenu au pénitencier. Est détenu au pénitencier. Pénitencier, la différence entre pénitencier et prison. Hein? Pénitencier, c'est pour les crimes graves, etc. Très bien. On continue. L'accusé de meurtre. OK. Ici, on va aller avec Isabelle. Isabelle, l'accusé de meurtre. Je sais pas. L'accusé Alors, je regarde ici, on passe à travers. Ouais, c'est ça, l'accusé est inculpé. Oui, est inculpé de meurtre. Hein? Et puis, surtout, ce n'est pas être trouvé coupable. Hein? Ça, c'est un anglicisme, est inculpé de meurtre. Très bien. On continue. L'accusé devant le juge. Daniel Menton. Comparaît. Comparaît devant le juge, le verbe comparaître. Excellent verbe qu'on utilise quasiment seulement en contexte juridique. Comparaît devant le juge. On pourrait dire se présente, est devant le juge, mais comparaît, c'est le co-occurrent. Courtney Beaulieu, l'accusé l'identité de son complice. Courtney. Est-ce que Courtney est là? Attends. Dévoile. Dévoile. Très bien. Dévoile l'identité de son complice. Très bien. L'accusé, les accusations. Chloé Hill. L'accusé, les accusations. Chloé. Peut-être professe.
Professe les accusations. Ni, très bien, ni les accusations. Excellent. L'accusé pour la 3e fois, Chantal Gagnon. Chantal Gagnon, est-ce qu'elle est là? Il y a peut-être plus qu'une une possibilité ici. Ah, mais on parle de répéter, là. Chantal Gagnon. Ah, récidive, très bien. On l'a dans le chat, parce que peut-être que Chantal n'a pas de micro. Récidive pour la 3e fois. Excellent. L'accusé, une peine de 5 ans. L'accusé, une peine de 5 ans. On va dire Émilie Fortier. Se voit imposer, peut-être? Oui, se voit, ou purge. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Purge une peine et se voit imposer une peine de 5 ans. Les deux sont possibles. L'accusé, son innocence, Fleur. Est-ce que... Oui, professe son innocence. Très bien, professe son innocence. L'accusé, sous caution. On va dire, attends, on va changer ici, Jean-Michel Fréchette. L'accusé, sous caution. Je veux dire, se fait mettre. Comment? Il n'est pas là. Se fait mettre sous caution, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, OK, mais regarde ici, on pourrait mettre est libéré. Sous caution, ah oui. Sous caution. Très bien, très bien. 14, l'accusé, un acte criminel. John Vujnovic. L'accusé, un acte criminel. On va y aller, ça a répondu dans le clavardage, commet un acte criminel. Très bien. L'accusé, John, est-ce que John est rendu... Attends une minute, là. Est-ce que John est rendu là? Est-ce qu'il y a eu son... Oh, je pensais que je l'avais vu apparaître. Okay. L'accusé, coupable de fraude. On va aller avec Christelle Daou. L'accusé, coupable de fraude. Est déclaré, oui, est déclaré coupable de fraude. Très bien. Et l'accusé, d'une ordonnance de non-communication. On va dire Liliane Beaulieu. L'accusé, d'une ordonnance de non-communication. Fait l'objet, oui, fait l'objet d'une ordonnance de communication. Merci. Très bien. Oups! Je pensais que c'était toi qui avais répondu. C'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Tiens, je te réserve le prochain. L'accusé, une peine de détention à domicile. A purgé. Oui. A purgé. Ah, très bien. A purgé, purge, se voit imposer une peine, sont toutes possibles. Excellent. Et alors voilà, des concurrents avec accusé. OK? Très bien. Des questions? OK. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, encore là. Je veux vous parler de 2 anglicismes que dans la profession, que j'entends beaucoup, et puis qui posent problème. OK? Alors, ces 2 anglicismes, c'est pas comme si vous allez, c'est pas comme si c'est un... Il n'y aura pas de confusion de sens, mais ce sont des anglicismes, c'est important que vous le sachiez.
si vous voulez être correct. Le verbe élaborer. Tu sais, en anglais, on dit « Do you want to elaborate on that? Can you elaborate on that? » Surtout quand on parle à un témoin, on pose des questions à un témoin. Et le verbe élaborer existe en français, mais c'est ce qu'on appelle de faux amis. Ça veut dire qu'il n'y a pas le sens qu'il y a en anglais. Alors, le verbe élaborer signifie produire quelque après un long mûrissement. J'ai élaboré un projet. Alors, j'ai comme tout créé, j'ai produit quelque chose. Le sculpteur a élaboré ce projet grandiose. Ils ont élaboré un plan machiavélique, mais ça ne veut pas dire développer, commenter, comme on parle de elaborate. Et mon Dieu, qu'on l'entend souvent. Ici, regardez des exemples fautifs. OK? L'artiste n'a pas voulu élaborer davantage sur son projet. Finalement, ce qu'il veut dire, c'est en dire davantage, right? C'est ce qu'il veut dire. Alors, l'artiste n'a pas voulu en dire davantage sur son projet. Vous avez proposé un atelier sur l'éthique. Pourriez-vous voilà, le deuxième, là, c'est ça qu'on entend le plus souvent. Pouvez-vous élaborer sur cette idée? Vous avez proposé un atelier sur l'éthique. Pourriez-vous développer cette idée? Pouvez-vous en dire plus? Pouvez-vous expliquer, mais pas élaborer? Nous lui avons demandé d'élaborer sur sa décision de prendre sa retraite. C'est pas bon. Nous lui avons demandé d'expliquer sa décision de prendre sa retraite. Alors, le verbe élaborer, attention. Le plus souvent, tu vas me dire, pouvez-vous en dire davantage? Pouvez-vous expliquer? OK? Mais pas élaborer. Et le verbe adresser. OK? Le verbe adresser, comme en anglais, on va dire to address this issue. Hein? On utilise parfois résoudre, traiter, to address the issue. C'est pas reconnu en français. Évidemment, adresser existe en français. Ce sont de faux amis. Ici, quand on parle de verbe adresser, ça veut dire émettre des paroles. Ou si on l'utilise à la voix pronominale, comme s'adresser à quelqu'un, c'est lui adresser la parole, lui parler et de dire que c'est à cette personne-là. Igor avait adressé une lettre à son ami pour lui conter ses aventures. Alors, adresser, c'est lui écrire une lettre à elle. Il n'a pas adressé la parole à sa sœur depuis plusieurs années. Il n'a pas émis de parole, hein? Mais aussi, on peut s'adresser à la préposée, mais pas... pouvez-vous adresser cette situation? Comme on dirait en anglais, can you address this situation or this issue? Alors, ça, c'est deux anglicismes qui sont très communs et puis que vous allez m'aider à répandre la bonne nouvelle et puis d'aider à corriger cette erreur. Alors, vous êtes mon monde, là, parce que pour moi, une bête noire que ces deux anglicismes, on va les corriger. Il reste quelques minutes. Je veux savoir si vous avez des questions. Sur n'importe quoi, s'il y a-t-il des questions, des choses qui vous, quand vous écrivez, qui vous posent problème et puis que vous voulez une réponse rapide parce qu'il nous reste quelques minutes. Très important. Ce que vous faites, c'est très important. Vulgariser le droit, vulgariser pour vos clients qui sont dans une situation vulnérable. Des fois, c'est pour votre collègue aussi quand vous écrivez des rapports pour votre patron, puis vous devez faire une recherche. Rendre ça le plus simple que possible, c'est très important. Vulgariser, ce n'est pas réduire, ce n'est pas réducteur. Encore là, n'oubliez pas d'écrire votre plan, hein, de vraiment très bien structurer vos idées. Ne commencez pas à écrire avant de
savoir exactement ce que vous avez envie de dire parce que vous allez avoir le syndrome de la page blanche et vous allez travailler, vous allez avancer pour être obligé de reculer à un moment donné. Fait que faites votre plan, trouvez antidote, utilisez-le, n'envoyez pas de texte à personne sans avoir passé antidote pour... Moi, je passe encore antidote avant d'envoyer quelque chose. Regardez, il y a des co-occurrents. Antidote vous donne plein de co-occurrents. Ça, c'est très, très bien pour améliorer votre style. Gardez vos phrases simples, percutantes, sujet, verbe, complément. Puis je pense que vous allez l'avoir, des phrases courtes, hein, des paragraphes. Puis je pense que ça va bien aller. Pas de questions? Merci, Daniel. Écoute, je pense qu'il y a bien des choses qu'on pourrait faire en personne pour la suite, mais ou un à un, mais ça, c'est ce que je peux vous donner pour l'instant dans 1h30 sur la rédaction juridique, extrêmement important. Merci infiniment, Carole. Comme toujours, c'est une formation excellente qu'on offre, ça fait 3 ans, je pense, qu'on offre à nos candidats et candidates. Et puis, même l'année dernière, on avait les candidats et candidates ont bénéficié de séances individuelles avec vous pour aiguiser justement leurs compétences en rédaction juridique. Donc, je vous invite donc à tous les participants de vous joindre à moi pour vraiment remercier sincèrement Carole pour cette excellente formation très interactive. Puis merci à toute la participation de tout le monde. Oui, vous étiez au rendez-vous. Merci beaucoup. Il y a des questions, non? Donc, merci. Parfait. Donc ça conclut ce volet de notre programme sur la rédaction juridique. Donc, merci encore, Carole.